voici à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie. Maritime ou terrestre, une frontière bien gardée, depuis longtemps même, autour du fort de Tabarka. Temps mitigé ce matin, le vent souffle, il a plu. La terre surprise est très verte. Ce n'est pas encore la chaleur écrasante des jours d'été quand la masse des vacanciers passe les postes frontières de l'ouest tunisien. Ils sont 1 million, les Algériens, à emprunter ces routes chaque année. 1 million. Peut-être un bon signe dans cette Afrique du Nord, aux frontières parfois bien hermétiques. Plage déserte, sinon quelques pêcheurs qui profitent de la tempête pour repeindre leurs navires. C'est la Tunisie, côté nord. Faible densité de population, paysages vierges, des plaines et des massifs montagneux, les djebels, des pointes et des caps. Au bout de cette presqu'île longue de 25 km, c'est le cap Farina qui sépare deux univers. Maritime vers Rafraf, lagunaire vers l'embouchure de la Medjerda qui prend sa source en Algérie. Libres fleuves qui coulent sans histoire et ne connaissent pas les frontières. Au pied du Djebel Nadour, il y a ce peuple de l'eau, dans l'ombre des forts, vieux de plusieurs siècles. La marque de passage des multiples occupants maltais, espagnols, britanniques. Gare El-Mel, 5000 habitants. Ville de paysans et de pêcheurs. Certains se contentent de la lagune, d'autres vont plus au large, bien au-delà du rocher de Rafraf. Une pointe de Tunisie dans le ventre de la Méditerranée, le Cap Bon. Roches sèches, fouettées par les vents. Paysage venté, océanique. On dirait presque l'Atlantique. Toujours à quelques kilomètres du Cap Bon, le plus grand champ d'éoliennes de Tunisie. Attention danger, disait tout à l'heure le phare, aux navigateurs tentés de raser la côte. Mal on a pris à ce bâtiment rogné sur son tribord jour après jour par les déferlantes. Vertige de la rouille, dans quelques milliers de vagues, il ne restera plus rien. Le Cap Bon a donné son nom à cette péninsule qui s'étend sur près de 80 km depuis les environs de Tunis. Une terre de travailleurs agricoles et de marins nomades, frères de la houle et des embruns, rompus à une vie de débrouille et de rigueur. Parmi les innombrables ports de pêche tunisiens, voilà Sidi Daoud, où la flottille est encore confinée dans le port, météo oblige. La Matanza attendra, cette pêche ancestrale où des bancs de thon sont pris au piège dans d'immenses filets. On dirait l'hiver.
Changement de lumière. Changement de couleur pour un autre tableau. L'infini des terres ocres rayées d'oliviers. Milliers de plantations disposées en quinconce, selon une science ancestrale. Voici la Tunisie, côté sud, côté terre. Très vite, on aborde le golfe de Gabès, qu'autrefois dans la géographie antique, on nommait la Petite Syrte. C'est un lieu étrange, connu pour ses marées, les plus fortes de toute la Méditerranée. 2 mètres d'amplitude environ entre la basse et la haute mer. Les pêcheurs à pied ne s'y trompent pas. À marée basse, avec de la boue jusqu'aux genoux, ils savent qu'ici il y a moyen de récolter des coquillages et de faire bouillir la marmite. Des femmes, des hommes, englués quelques heures en plein soleil entre le flux et le reflux des eaux. Le front qui perle et qu'il faudrait essuyer, les mains qui collent et le temps qui presse. Chaque pas est un effort, chaque pas lourde retiré, une victoire. Le golfe de Gabès est réputé pour être la plus grande réserve de coquillages et de poissons de Tunisie. Il fait vivre des milliers de personnes. Mais qu'en sera-t-il dans l'avenir ? En vue du port de Gabès, on s'interroge. Les quais sont jaunes de soufre. Ils résument le dilemme de toute une région vouée dans les années 70 aux industries chimiques. La concentration d'usines de traitement de phosphate, les rejets en mer d'engrais alimentent les controverses. Menacer, sacrifier le golfe de Gabès, il reste beaucoup à faire. Sfax maintenant, qui compte 500 000 habitants et où l'on trouve des salines rouges presque en centre-ville. Sfax et son port. Liaison quotidienne avec l'archipel de Kerkena. On en reparlera. D'où viennent tous ces passagers, tous ces piétons et automobilistes. Ferries pleins à craquer encore dans le sud pour passer l'infime détroit qui sépare le continent de l'île de Djerba. Sur la côte est de l'île, les yeux tournés vers la Libye voisine, une quarantaine d'hôtels a pris position sur une plage longue de plusieurs kilomètres, la plus belle de l'île. Tout y est pour subvenir aux besoins d'une clientèle occidentale fatiguée, avide de soleil et d'activité. Avec les sites de Monastir et de Sousse sur le continent, Djerba, c'est le cœur de l'industrie touristique tunisienne. Seul un attentat d'Al-Qaïda causant la mort de plusieurs Tunisiens et étrangers viendra ternir au début des années 2000 la success story de Djerba la Douce.
Djerba, au lieu du mélange des cultures et des religions. Une île chaude, en carence d'eau douce, au point de creuser des canalisations sous-marines avec le continent pour s'approvisionner. Blanches à l'extérieur, fraîches dedans, avec toujours un souffle d'air marin pour les ventiler, les maisons de Djerba. Il est 17 heures. Le vent de terre s'est levé et pousse en douceur les voiliers des pêcheurs vers le large. Il fait grand bleu près des Kerkennah, les îles où la mer est divisée en parcelles. À terre, il y avait le graphisme particulier des champs d'oliviers. Ici, autour de ces îles entourées de hauts fonds, l'empreinte, ce sont ces pièges à poissons. Immense géométrie. Cette nuit encore, il y aura des étoiles dans le ciel. Et s'il y a pleine lune, les oiseaux de mer n'auront pas de mal à se repérer pour trouver du poisson pris dans les pièges dressés par les pêcheurs. Il leur suffira de suivre la flèche et de se servir. Il est 17 heures. Il est temps de faire le thé pour tenir. La nuit va être longue et chaude.